Voilà, cher ami Freddy, je reviens, mon épouse et moi, d'un long voyage qui nous a permis de rencontrer différentes personnalités du monde de la résistance. Et Dieu merci, vous savez, ici dans ce pays où le travail nous valorise, hein, la législation quand même de ce pays nous permet, en dehors de ce travail, d'avoir quand même un moment de répit qui est reconnu par des institutions d'État ici pour nous permettre de nous refaire la santé physique, de nous refaire la santé intellectuelle, et de donner un peu l'occasion à notre existence d'apprécier le beau, d'aller au bord de lacs, de se promener dans la nature pour apprécier tout ce qui nous entoure. Et voilà que le temps que nous avons eu, donc 2 semaines et demie, nous a permis de nous refaire encore notre santé morale, notre santé physique. Et ça nous a permis de rencontrer des personnalités du monde de la résistance à travers différents pays que nous avons parcourus. Et je peux vous dire que je suis fier d'être congolais. Vous savez, il y a un adage qui dit « être congolais, c'est refuser d'être rwandais ». Donc voilà, moi je suis congolais à 100%, j'ai trouvé des Congolais, contrairement à ceux qui nous caricaturent et tout ça. J'ai rencontré des Congolais d'une intelligence extrêmement poussée, des gens comme des érudits comme Djamba Yowe qui est au Canada, qui se bat bec oncle pour que notre combat puisse triompher, comme je l'ai toujours répété, pour libérer ce pays. Il n'y a pas une autre voie que le soulèvement populaire, c'est-à-dire une révolution qui permet au peuple congolais lui-même de s'approprier de sa victoire. Parce que vous comprendrez effectivement que le peuple congolais, depuis 1960 jusqu'à nos jours, hein, depuis qu'on lui a revolé de nouveau son indépendance, puisque n'oubliez pas que quand les impérialistes ont mis en difficulté Patrice Emery Lumumba, qui était le premier ministre élu, un premier ministre du peuple, hein, au mois de juillet 1960, les paracommandos belges sont redescendus au Congo avec un alibi que nous avons découvert. C'était carrément de continuer à torpiller le gouvernement du peuple dirigé par Patrice Emery Lumumba en créant tous les artifices qui ont donné naissance à une sécession au Katanga, à la sécession au Sud Kasaï, jusqu'à l'assassinat du premier ministre du peuple. Vous comprenez? Donc depuis ce temps-là jusqu'à nos jours, le Congolais a toujours vécu sous toutes ces manœuvres des impérialistes. Donc nous ne sommes pas encore libres. Tous les artifices qu'on concocte par-ci, par-là, au nom d'une certaine concertation, au nom d'un certain forum qui va... Tout ce n'est que distraction et distraction. Ça ne donnera rien au peuple congolais. Bon, Paul, en tout cas, très heureux de vous retrouver. Mais ça fait quand même un temps qu'on ne s'est pas revu. Ouais. Mais je te remercie beaucoup de t'être déplacé, d'avoir fait au moins plus de 700 km. Donc de Paris jusqu'ici à Lausanne pour venir nous rendre visite et nous permettre encore en tout cas de nous livrer à votre média, qui est un média révolutionnaire, un média très engagé, que nous apprécions, et que le jour venu, comme je vous ai toujours dit, le peuple reconnaîtra les siens. Et vous serez parmi
ces gens qu'on reconnaîtra par le peuple congolais. Bonapole, parlons un peu de ce qui, je pourrais dire, qui fait un buzz dans la communauté congolaise, les dialogues, disons pas dialogues, plutôt les concertations nationales. Vous qui êtes du directoire du Front civil des résistances populaires, qu'entendez-vous par ces concertations? Est-ce que vous êtes pour? Vous êtes contre? Je crois que dans ce mot d'introduction, j'ai essayé un peu d'effleurer cette problématique de ce qu'ils appellent concertation. C'est long, concertation, dialogue, etc. Mais comment peut-on, si réellement le monsieur qui dirige par défi le Congo aujourd'hui, s'il était réellement élu aux élections, aux récentes élections du 28 novembre 2011, s'il était réellement élu, il était le choix du peuple congolais, comment peut-il aujourd'hui encore, un élu, quelqu'un qui est légitimé, comment peut-il encore chercher à consolider l'union nationale, comme, entre guillemets, comme il veut le dire, pour convoquer une conférence ou, je ne sais pas moi, encore des concertations. C'est dire effectivement que ce monsieur qui nous dirige et qui dirige le Congo par défi est là pour justement accomplir la mission pour laquelle on lui a confié par l'impérialisme, par le multinational, qui depuis bientôt plus de 13 ans qu'il est à la tête de notre pays, n'a couvert que des crimes économiques, des crimes de sang, de pillage, des viols de femmes congolaises, etc., etc. Donc, ce monsieur qui convoque aujourd'hui encore cette concertation ne cherche rien d'autre que de s'attirer une certaine légitimité ou une certaine légalité qu'il n'a pas, parce que sachant très bien que les élections ont été des élections chaotiques de 2011. Et quand nous parlons des concertations, ces concertations, moi je les ai toujours considérées comme étant un moment où ceux qui dirigent cette classe politique congolaise se positionnent juste pour se partager le butin, se partager des ministères et continuer donc à se moquer du peuple. Pour nous, la résistance, être pour ou contre, je ne peux vous dire que la résistance ne reconnaît même pas, ce gouvernement ne reconnaît même pas le monsieur qui nous dirige par défi. Toutes les institutions, nous savons que ce sont des institutions qui sont carrément prises en otage par une pègre qui a pour mission liquider l'État congolais. D'où cette volonté, cette détermination que nous avons, nous, en tant que résistants. Je dis bien en tant que résistants. Nous ne sommes pas, on ne nous confonde pas avec les gens qui font l'opposition et qui sont dans le système qui est dirigé par ce pouvoir d'occupation. Donc nous sommes dans la résistance juste pour amener le peuple à se prendre en charge dans une révolution triomphante. Et cela nous permettra maintenant de refonder notre pays sur des bases saines, sur de hautes valeurs, authentiquement congolaises. Mais Bonapole, c'est vrai que ces concertations nationales, au-delà du fait que ça fait un buzz, mais il y a beaucoup d'interrogations et on se pose même la question si elles auront vraiment lieu d'après les calendriers qui a été prévu. Donc on se pose des questions, mais il y a quand même des questions qui nous viennent à l'esprit. Alors, que ces concertations et au présidium quelqu'un comme
Kengo Adondo, que vous connaissez très bien, est-ce que ça ne pose pas un problème du fait que Kengo est président du Sénat, le Sénat au Congo n'a plus de légitimité? Effectivement. Et que déjà la manière dont il est arrivé comme président du Sénat, alors qu'il n'avait même pas un parti à lui, on se pose vraiment des questions. Est-ce que qui sont derrière tout ça? Est-ce que c'est toujours des lobbyistes qui jouent la carte Kengo? Mais voilà, vous répondez vous-même à cette question. C'est toujours les lobbyistes qui sont derrière cette personnalité controversée. Vous remarquerez que un homme comme Kengo, le fait d'avoir déjà posé sa candidature à la présidentielle, où il a été sanctionné par le peuple avec un pourcentage de 4%. Monsieur 4%, comme on l'appelle. Il fallait même qu'on l'appelle Monsieur 4% parce que c'est l'homme le plus impopulaire qu'on ait jamais connu au Congo. Et que ce monsieur pouvait avoir quand même, il continue à avoir cette outrecuidance de continuer encore à se considérer comme une personnalité incontournable dans le paysage politique congolais. Alors là, je me dis effectivement que c'est vrai que ceux qui se disent opposants au Congo n'ont pas vraiment ce qu'on appelle des couilles. Excusez-moi, le mot c'est tellement dur. Voici un monsieur qui, depuis sa naissance, depuis qu'il est né au Congo, de père polonais et d'une mère étrangère rwandaise, ce monsieur a étudié avec l'argent des Congolais, depuis l'école primaire, l'école secondaire, jusqu'à l'université. Ce monsieur a fait plus de 16 ans dans notre pays comme Premier ministre. Et ce monsieur, il faut qu'on lui demande le bilan, son bilan de 16 ans d'exercice de la fonction de Premier ministre au Congo depuis Mobutu jusqu'à... il faut dire même que c'est cette période de Mobutu qu'il était pratiquement constamment aux affaires de l'État. Mais qu'est-ce que nous avons retenu de sa présence, en tout cas en tant que Premier ministre au Congo? C'est vraiment un fiasco. Si ce n'est que l'homme de la rigueur, l'homme qui travaillait pour le compte, en tout cas du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, en sacrifiant tout un peuple, qui crevait de faim. Et en bénéficiant des commissions, des rétro-commissions. Mais il n'a vécu que de ça jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il est en train de se battre pour encore aller dans ces assises que vous appelez concertation ou dialogue, pour c'est-à-dire pour faire naître encore un gouvernement fantoche, où ce monsieur qui représente cette pègre internationale qui veut toujours contrôler les richesses de notre pays, soit à la tête encore de notre pays pour les intérêts des autres et au détriment de notre peuple. Voilà. Mais Bonapol, ouais. Le fait que Léobitch Kengo Adondo ait été candidat à l'élection présidentielle, bon, qui n'a obtenu que 4%, comme on dit. L'élégance devait l'obliger carrément de démissionner. Mais donc il n'a jamais démissionné, de son poste. L'institution qu'on appelle le Sénat, oui. C'est un Sénat d'une législature qui est déjà arrivée à son terme depuis très longtemps, avant les élections de 2011. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce Sénat n'existe plus en termes de légitimité. En termes de légitimité, ce Sénat ne devait plus fonctionner comme tel. Hein, vous comprenez? Mais pourquoi il fonctionne et pourquoi on le maintient? Mais parce que la nature du régime qui gouverne le Congo, c'est un régime d'occupation.
Un régime d'occupation, c'est un régime qui n'obéit à aucun principe, aucune loi. Ce sont des gens qui fonctionnent sans foi ni loi. Vous comprenez, hein? C'est Kengo Wadondo. Est-ce que, voilà Paul, je te coupe, pardon. Est-ce que dans un pays organisé, en ayant été candidat à l'élection présidentielle, est-ce que Kengo Wadondo aurait pu retrouver son poste de président du Sénat dans un pays normal? Mais non, mais dans un pays normal, ça ne peut pas se faire. D'abord, avant de présenter sa candidature à la présidentielle, il devait d'abord démissionner de l'institution qu'il préside. Mais il a toujours gardé son titre de président du Sénat, quand bien même aux élections il est sorti avec 4%. Donc ce qui veut dire que ce pays-là ne fonctionne pas comme les autres pays du monde. Donc, comme je viens de te le dire, c'est un pays qui est gouverné par défi et par un régime qui est un régime d'occupation et qui ne tient pas compte même des textes fondamentaux. Ce qui veut dire que pour eux, ce qui compte, c'est la mission pour laquelle ils sont là. Donc, c'est la mission de détruire complètement l'État congolais. Bon, Paul, il y a quelques jours, il y a un député du MCR, Monsieur Mouindo Nzinga, puisqu'il a fait une déclaration que les FARC-DC devaient continuer à poursuivre les M23 jusqu'à leur dernier retranchement. Il a été arrêté manu militari à Goma, transféré à Kinshasa notamment, et j'étais en prison comme un vanipier à Makala. Est-ce que ce monsieur a-t-il commis un crime, le fait de dire voici l'occasion maintenant pour que notre armée puisse en tout cas en découdre une fois pour toutes avec les agresseurs? Donc s'il est à Makala, ce qui veut dire que c'est lui qui est à la tête de notre pays, qui pouvait même soutenir ce monsieur, c'est un monsieur qui travaille par procuration pour les intérêts de ceux qui nous agressent. C'est clair et net. Ce monsieur ne peut pas supporter. D'ailleurs, il a carrément caporalisé notre armée. Ce n'est pas la première fois que, à chaque fois que notre armée se prend en charge, veut carrément en finir avec l'agression, qu'il y ait des contre-commandements pour lui dire repliez-vous. Et puis quand il se replie, ce sont les agresseurs qui viennent, qui tuent, qui pillent et qui spolient le pays. Et ça, c'est connu. Et c'est ce qui est vraiment dommage de voir que les Congolais qui sont autour de ce monsieur sont plus que inexcusables. Sont plus qu'inexcusables. C'est pourquoi nous disons, nous, que lorsque la révolution va triompher, ces Congolais devront en tout cas payer plus que les étrangers qui nous agressent. Mais, Paul, il y a quand même un aspect qui est assez récusant, c'est que les MCR fait partie de la mouvance présidentielle. Il fait partie de l'alliance avec la mouvance présidentielle. Alors, pourquoi ils ne réagissent pas? Pourquoi ils sont dubitatifs? La mouvance présidentielle, oui. Mais c'est une mouvance qui travaille pour piller le pays. Dites-moi, nous avons vécu avec vous 11 ans de règne de ce monsieur, avec tous ces partis qui sont autour de lui. Et ces gens assistent à la liquéfaction de leur propre pays. Comment est-ce que tu peux expliquer ça? C'est un gouvernement anti-peuple. Ce sont des gens qui ont pactisé avec le diable.
Et leur pacte est tel que si parmi eux, quelqu'un veut parler un langage qui est contraire ou qui veut maintenant agir contrairement aux directives qu'on leur a données par ceux qui veulent toujours piller notre pays, ce monsieur, mais quand bien même il est de leur groupe, il sera carrément indexé. C'est ce qui est en train de se passer avec ce monsieur qui est de la mouvance, de la majorité dite, entre guillemets, majorité présidentielle. Est-ce que c'est pas dit au fait qu'il ne faut pas offenser l'autorité morale, comme il appelle là-bas, que les uns les autres se retrouvent comme ça, emprisonnés, simplement pour avoir exercé la liberté d'expression? Mais je l'ai dit tout à l'heure, le régime a une nature totalitaire. Ce régime fonctionne autour d'un seul individu, qui est celui qu'on appelle Raïs, qu'on appelle autorité morale, qu'on appelle, je ne sais pas... Haute hiérarchie. Oui, la haute hiérarchie, je ne sais quoi. Et voilà. Hein, c'est textuellement comme du temps de Mobutu, qui avait autant de titres. En plus du maréchal, il était le timonier, le père de la nation, le père fondateur, le président fondateur du mouvement populaire de la Révolution, voilà. Ouais. Mais tout ça, c'est à cela qu'on reconnaît effectivement le pouvoir où il y a le culte de personnalité, où il y a la dictature. Mais Bonaparte, dernièrement, il y a, c'était d'ailleurs à la RTNC, la télévision nationale congolaise, où des policiers judiciaires prêtaient serment au nom du président de la République. Est-ce que ça vous choque? Mais ça ne peut pas me choquer, puisque jusqu'aujourd'hui, nous vivons le prolongement carrément du régime Mobutu, mais sous d'autres couleurs. L'armée de Mobutu prêtait serment au président fondateur. Ça ne peut pas me choquer, ça ne peut pas, ce n'est pas un fait nouveau pour moi. Le régime, d'ailleurs, il y avait le journal Jeune Afrique qui avait écrit à un moment donné que le régime de Kabila, qui se fait appeler Kabila, est un régime Mobutu light. Et voilà, donc, ils reprennent toujours les schémas. Les dictatures se ressemblent, ça n'a pas, on ne peut pas les définir autrement. Bonaparte, nous avons tous vraiment regretté la disparition de notre frère Alain Moloto, qui était vraiment une personnalité avec sa vision d'Éden, cette école de libération, mais aussi avec son groupe Gaël. On sait qu'il est mort récemment, mais on a vu des images. C'est une nouvelle que j'ai eue pendant mon voyage à l'étranger, et j'étais très affligé parce que vous remarquerez que depuis que ce monsieur est à la tête de notre pays, il ne se passe pas une année sans qu'on apprenne la mort ou l'assassinat de X personnalités ou Y autres personnalités congolaises, que ce soit du monde de la politique, que ce soit du monde de la religion ou que ce soit du monde du média. La liste est tellement longue. Si nous pouvons citer les gens de votre métier qui sont morts, qui sont assassinés par ce régime, les gens comme Mwamba Bapoua,
des gens comme Nguike, Maéché, hein, dans le registre de personnalités de défense des droits humains, nous continuons à regretter notre frère bien-aimé Floribert Chebeya. Floribert Chebeya, Baïziré, avec son collaborateur Fidel Bazana. Nous ne cessons encore de rappeler à l'opinion que tout ça, ce sont des gens qu'on a assassinés dans la fleur de l'âge, hein, qui avaient encore beaucoup d'années à vivre et à travailler pour leur pays. Il y a notre héros que nous crions tout le temps, à chaque fois que nous manifestons, Armatou Mouloulou. Hein, et vous allez regarder par exemple du côté des religions. Hein, il y a Monseigneur le cardinal Etchaou qui a été empoisonné par ce régime. Hein, hein, il y a eu Ser Kahamba qui a été assassiné au Kivu. Il y a le Monseigneur Catalico. Il y a, vous savez, le tableau est tellement rouge de sang pendant ce régime. Pendant ce régime, nous ne faisons que déplorer nos morts. Mais nous n'avons jamais entendu un Rwandais mourir sur notre territoire. Parce que nous savons qu'ils nous ont infiltrés au niveau de l'armée, au niveau de la police et tout ça. Et en prison, il n'y a que des Congolais qui croupissent là-bas. Mais les gens de nom qui ont la connotation rwandophone et tout ça, les Rura, tout ça, etc., eux vaquent librement à leurs occupations. Je ne vous dirai pas de mensonge qu'un homme comme Kunda Batware est à la fois à Kigali et à Kinshasa et au vu aussi de tout le monde, alors que son parcours est un parcours d'un criminel dans notre pays. Hein, les gens comme Jules Mouteboussi sont libres, alors que ce sont des gens qui ont commis des crimes crapuleux à Bukavu, qui ont même pillé des banques et tout ça, etc. Ils sont libres. Hein. Les gens comme Bosco Tangana, ce qu'ils ont fait, et aujourd'hui, ils se retrouvent à la Cour pénale internationale, ces pays. Ce sont des gens d'ailleurs qu'il fallait, si ce gouvernement était un gouvernement du peuple, si c'était un gouvernement authentiquement congolais, c'était ce gouvernement qui pouvait arrêter tous ces criminels et les juger sur place. Mais hélas, vous comprenez la douleur qui est la nôtre en apprenant la mort de notre frère Alain Moloto, qui prolonge encore cette longue liste de victimes des assassinats crapuleux dans notre pays. Demain, à qui sera le tour? C'est pourquoi nous, au niveau de la résistance, nous disons que tous ceux qui caressent cette idée de concertation, de ceci, de cela, de dialogue congolais, ce sont des gens qui agissent contre les intérêts de notre peuple. Parce que, je vais vous donner tout. D'ailleurs, depuis qu'on nous a confisqué notre indépendance au mois de juillet 1960, nous assistons toujours à une répétition des concertations et des forums. Il y a eu, après l'éviction de Lumumba, il y a eu le conclave de Lovanium. Hein? Après cette réunion de Lovanium, il y a eu la conférence de Lulabourg. Il y a eu la conférence de Tananarive. Il y a eu la conférence de Coquilatville. Il y a eu la conférence, je ne sais pas moi, de Kampala, d'Addis Abeba. Il y a eu tellement de conférences qui n'ont rien servi à quelque chose. Et notre peuple reste toujours ce dindon de la farce et continue toujours à croupir
dans cette misère chronique dans laquelle on le maintient par tous ces régimes anti-peuple. C'est pourquoi je vous répète encore que pour nous, à la résistance, nous disons que la libération de notre pays s'impose et elle s'imposera. Nous allons cheminer petit à petit vers une révolution populaire où nous allons absolument faire disparaître cette racaille, cette classe, cette pègre qui est à la tête de notre pays pour nous atteler maintenant à la reconstruction, à l'édification d'un Congo nouveau. Voilà, Paul, je voulais que vous parliez un peu de tout ce qu'on appelle actuellement prisonniers personnels de Joseph Kabila qui croupissent à Makala. Oui, il y a Makala, pilule de personnalités qui sont innocentes. Depuis l'assassinat crapuleux de Musée Laurent Désiré Kabila jusqu'à nos jours, tous les prisonniers qui sont à Makala, ce sont les prisonniers personnels de celui qui s'est fait appeler Kabila. D'ailleurs, on vient de parler du député du Nord Kivu, pour avoir encouragé l'armée congolaise de foncer, d'aller plus loin, d'en découdre avec l'ennemi, on l'arrête. Pour avoir dénoncé les tripatouillages des élections chaotiques, M. Diomi Dongala, il est fait prisonnier avec des chefs d'accusation faussement concoctés par le procureur de la République Numbi, etc. Je ne sais pas comment il s'appelle. Les innocents croupissent en prison parce que ils savent, pour le cas de l'assassinat de Musée Laurent Désiré Kabila, puisqu'ils savent que l'instigateur, l'auteur, celui qui est vraiment au cœur de cet assassinat, c'est celui qui se trouve maintenant à la tête de notre pays. Donc, et pendant qu'il est là, tous ceux qui sont capables de le dénoncer, de dévoiler ce secret, doivent être carrément mis au bloc. Voilà comment je peux te dire que la plupart de tous ceux qui sont en prison, soit pour des problèmes politiques ou des problèmes de différentes formes dans ce régime, sont carrément des prisonniers personnels de celui qui s'est fait appeler Joseph Kabila. Alors on parle du pasteur Fernando Coutinho, Pierre-Jacques Chaloupa, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Dites-moi, quel est le crime que Chaloupa a commis pour mériter cette prison-là? Quel est le crime que Coutinho a commis pour... Et pourtant, ces gens n'ont exprimé que cette volonté d'aider leur peuple à vivre un tout petit peu dignement, en réclamant l'existence d'un état de droit. Et cet état ne peut pas exister avec un régime d'occupation. Et voilà comment il se retrouve carrément victime de ce régime qui a cette mission de liquider carrément l'État congolais. Donc sauvons le Congo, vous pensez que le Congo a besoin d'être sauvé? Le Congo a besoin d'être sauvé. Je vous dis que depuis 1960, depuis la mort de Patrice Emery Lumumba, le Congo a perdu carrément sa souveraineté, a perdu son indépendance, et tous les régimes qui se sont succédés après Lumumba, ce sont des régimes qui ont existé avec la caution, avec